Mais t'as des distributeurs, ils arrivent, ils font un chèque de 50 000, ils lui donnent la main à la main et puis ils disent on signera le contrat plus tard. Clairement, pour moi, ça c'est un gros problème, c'est qu'on n'est pas vraiment chez soi. Cette machine est bien rodée et c'est comme ça que ça se fait. En fait, il y a des pratiques sur ce marché, les gens se rendent pas compte du pognon qu'il y a à tout niveau. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi 90% des bars proposaient toujours les mêmes bières? Heineken, Leffe, Lagunitas, Belfort, Paulaner, Grimm, Affli, Carmélite. Pourtant, en France, rien qu'en France, on a quoi? Allez, 2500 brasseries qui pondent des bières de ouf. Est-ce que vous saviez que dans un bar qui a 2, 4, 8 becs, au final, vous n'avez que l'illusion du choix? Puisque bien souvent, ce sont des bières qui font partie d'une gamme, et cette gamme appartient tout entière à un seul et unique groupe. Sachant cela, est-ce que ça vous surprendrait si je vous disais que de nombreux bars n'ont pas vraiment de liberté sur le choix des bières qu'ils vous proposent? Il faut savoir que les industriels, ou ces méchants industriels, n'hésitent pas à avoir recours à de vieilles et anciennes techniques de renard fourbe pour s'assurer de vendre un max de bières tout en tirant un max de bénéfices. Et c'est normal. C'est leur but. Dans cette vidéo, on va passer derrière le comptoir. On va mettre les pieds dans un univers pas joli et lever le voile sur une de ces techniques. Contrat brasseur. Pour le coup, j'ai envie de dire c'est une vidéo un petit peu spéciale et un peu plus longue que d'habitude puisque vous allez découvrir comment certains bars en arrivent à devenir de véritables marionnettes des grands groupes industriels et en quoi ça peut poser problème pour le choix et la diversité des bières que vous buvez. Et je vous préviens. Je peux te raconter le pire du pire qui se fait en contrat. C'est assez sale. En fait, faut pas se cacher que Heineken, Carlsberg et InBev, c'est des Coca-Cola de la bière. T'as des patrons qui parlent pas de bière en disant c'est une super bière, ils disent c'est un super liquide. Oh, ça c'était gratuit, c'est juste pour poser le contexte. Le mec que vous venez de voir là, c'est Alex, et Alex, il a travaillé pendant quelques années comme requin à contrat pour l'un des plus grands groupes brassicoles du monde, qu'on ne citera pas. Saurez-vous deviner de qui il s'agit? Aujourd'hui, il a décidé d'arrêter et de montrer à sa façon ce que c'est que la vraie bière avec son festival ambulant qui s'appelle le Troquet Vagabond. C'est une vraie dinguerie, je vous invite à aller y faire un tour s'il passe pas loin de chez vous. Mais pendant plusieurs années, il a quand même pratiqué un sport qui consiste à faire passer des douilles avec le sourire et une bonne poignée de main. Avec mes collègues, notre métier c'était faire des contrats. Et ça nous rendait tristes pour les gens. Vous inquiétez pas, il vous en révélera davantage dans la deuxième partie de la vidéo. Avant, il faut savoir de quoi on parle. C'est quoi un contrat brasseur? Du coup, je suis allé demander à Julien, le boss de Gourou Beer, de nous faire un petit topo sur la situation. Les contrats brasseurs, basiquement, c'est on ouvre un bar, un restaurant, un établissement et il y a des distributeurs en fait de boissons qui viennent nous voir et qui en fait nous proposent de financer une partie de nos installations. Ça va parfois seulement pour la partie des tirages pression, mais ça peut aller même jusqu'au financement du mobilier, voire même parfois de la décoration en fonction de l'intérêt du lieu. En fait, derrière, il y a un contrat qui est lié à ça et en fait, il faut se servir exclusivement ou presque chez eux pour toute la partie boisson, voire même café, ce qui fait qu'on est pieds et poings liés avec ces gens-là et que si on veut par exemple mettre un jour une bière artisanale et qu'ils n'en proposent pas, ben on ne peut tout simplement pas. Et donc on est coincé. C'est comme si demain vous achetez une maison et puis il y a un mec qui vous dit ben moi je vous aide un petit peu. Par contre moi je vais choisir la décoration, je vais choisir ce qu'il y a dans votre frigo. Et puis pendant 5 ans vous allez pouvoir acheter que mes produits. Ben, je pense qu'on va pas tous être super contents. Donc clairement pour moi ça c'est un gros problème, c'est qu'on n'est pas vraiment chez soi. Ok, je vous vois venir tout de suite, vous allez me demander, j'y vais, super, mais à la fin, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles de savoir qu'est-ce qui appartient à qui? À la fin, c'est ce qu'on boit, ce qui nous intéresse, c'est ce que boit le consommateur qui compte, non? Le consommateur, quelque part, que le patron soit pas chez lui, il s'en fout. Par contre, les produits qui sont proposés, il s'en fout pas. C'est plutôt même quasiment tout l'intérêt d'un établissement, c'est de pouvoir consommer, proposer une expérience, de goûter des produits pour ce qu'ils sont et non pas parce qu'ils ont un prix ou parce qu'ils appartiennent à une certaine société. Pour moi, ça, c'est un gros problème de diversité et ça, c'est le problème du consommateur. On peut avoir l'impression qu'il y a une diversité de marques alors qu'en réalité, toutes ces marques-là appartiennent au même groupe, notamment, par exemple, Lagunitas,
Heineken, Desperados, tout ça, c'est le même au final, ça va dans la même poche. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas parce qu'un bar est sous contrat que c'est un mauvais bar, évidemment, mais est-ce qu'il y aurait des façons de repérer, justement, s'il y a un petit ou un gros contrat, des petits indices qui trahiraient qu'un industriel essaye de forcer un petit peu pour mettre toute sa gamme dans un bar? Il y a des petits indicateurs, par exemple si on voit des parasols avec un logo d'une grande société brassicole, ou quand on voit des petites sucettes sur les bords des établissements avec marqué Heineken, Lef ou autres pour ne pas les citer, clairement c'est un indicateur. Après, quand on rentre dans l'établissement, si on connaît un peu à qui appartiennent les marques, en fait on va assez rapidement voir que au niveau des becs, il y a à peu près toute la même marque. Ça peut arriver assez souvent qu'on voit du Grimbergen et on voit toute la collection. Si ça vous intéresse, et je sais qu'il y en a que ça intéresse, vous retrouverez sur la chaîne secondaire, je vous mettrai un lien en description quelque part, 2 témoignages de la part de Kevin qui est à la Barbotte aujourd'hui et Fred de Beer O'Clock. En fait, ça c'est juste le point de départ, c'est les prix catalogue. Ces prix-là n'avaient rien à voir avec la réalité. C'est même pas exagéré de dire qu'on payait pas la moitié de ces prix-là. Et le mec, moi, la première année, il est venu en me disant « Ouais, j'ai vu qu'il n'y avait pas toutes mes bières. » J'ai fait « Attends, on revient aux bases. C'est bon bar, c'est pas le tien. » Avant de laisser la parole à Alex pour de petites infos délicieuses et croustillantes, j'aimerais que vous imaginiez qu'il existe, en gros, 3 profils de bars. D'un côté, alors c'est très péjoratif, ça n'engage que moi, c'est ce que j'appelle les bars contrôlés, où là au final vous avez des bars qui sont sous petits ou gros contrats, avec des indus qui se battent pour avoir les becs chez eux. Et là vous trouverez quasiment aucune bière artisanale. Quasiment que de l'indus. De l'autre, très loin à l'opposé, vous avez les brewpubs qui brassent leur bière sur place, donc ils s'en foutent des contrats brasseurs, et vous avez aussi les bars craft, qui eux sont en tout petits contrats éventuellement avec des brasseries locales et qui leur font des ristournes s'ils passent souvent leur bière. Ça va pas plus loin généralement. Et entre les deux, vous avez les bars qui ont le cul entre 2 chaises. Et comme on le dit, le cul entre 2 chaises ne paie pas. Comme ils sont au croisement des deux, des fois ils peuvent avoir envie d'essayer de se sortir d'un contrat pour proposer plus de qualité, plus de bière artisanale à leurs clients, à leurs consommateurs, mais c'est pas toujours aussi facile. Bien, maintenant, comment ça marche un contrat brasseur? Comment ça se fait quand on est un industriel et qu'on cherche à verrouiller un maximum de bars avec sa gamme et pas celle d'un autre? Il y a les gros brasseurs, ils essaient de faire descendre des volumes de bière jusqu'au client qui est tout en bas, et entre les deux, il y a le distributeur et le bar. Et le but du gros brasseur via les agents commerciaux comme j'étais, c'est que ça soit leur volume qui arrive aux clients et pas ceux de leurs concurrents. Tous les ans, ces gros groupes-là signent à leurs actionnaires et à leurs PDG des gros volumes de croissance, et bien il faut aller chercher des parts de marché derrière. Et pour avoir des parts de marché, il faut pousser tes concurrents. Alors, on va rentrer dans le sketch des inconnus. Du coup, le bon contrat et le mauvais contrat brasseur. La base de la base de la base de la base de la base, c'est le prix. Le prix de la bière. Derrière tous les contrats, il y a une espérance de chaque acteur de faire un maximum de chiffre d'affaires avec un maximum de marge. Comment ça se passe? Il faut que tout le monde vende cher, si on résume dans l'idée. Mon métier, représentant de brasserie, c'était donc d'aller dans des bars et d'expliquer aux bars que c'était une meilleure idée de faire plus de produits de chez moi, parce que je pouvais déclencher ce qu'on appelle un premier niveau de contrat brasseur, c'est-à-dire une remise. Admettons, j'arrive chez toi, t'as 6 becs, t'en as 5 chez moi et 1 chez Carlsberg, c'est le classique ça. T'as un bec de 16 qui se balade, tu sais pas pourquoi, parce qu'il a 4 mecs qui boivent de la 16 encore. Et donc tu lui dis, on va remplacer ça par une triple carmélite. Ça a hyper bien marché, ça, en pénétration sur le marché, on a viré un paquet de becs de 16 grâce à ce produit-là. Et en disant, alors, je te mets un bec de triple à la place du bec de 16, toi tu dis, je vais perdre des clients, et moi je te dis, en fait tu vas mieux acheter. C'est-à-dire que chez ton distributeur, je vais paramétrer une remise et tu vas récupérer un peu de sous. Dans les bons deals, encore, tu as le fait qu'ils participent à ton store, à ta terrasse, à des investissements comme ça, dans le langage qu'on appelle des MAD, donc des mises à disposition. Ils ne font pas de cadeau. Les gens pensent que c'est un cadeau. C'est même rentré dans les mœurs où ils disent « Ouais, tu vas travailler avec moi, tu vas me payer la terrasse ». Ça, j'ai entendu plein de fois. En fait, on te la paye pas, on investit chez toi. Par contre, il y a un flou artistique général sur ce genre d'investissement, c'est qu'à la fin, personne ne sait vraiment à qui appartient le matériel. Donc tu as des endroits où tu peux trouver des distributeurs, quand bien même tu aurais fait le volume et le chiffre d'affaires qu'ils en espéraient, qui viendraient potentiellement te démonter ton store, le tirage, etc. parce que ça leur appartiendrait. On peut dire que si on commençait à plus prendre les produits du fournisseur, forcément il allait venir un jour reprendre son système de tirage. Et après tu as le dernier niveau de service, tu as ce qu'on appelle les contrats forts, qui vont lier le brasseur, donc le vrai brasseur, celui qui brasse de la bière, au commerce via un distributeur.
Là, on va vraiment ou te prêter ou t'avancer beaucoup d'argent. Et en échange, tu vas travailler que dans nos marques. Alors, énorme avantage, il y a du pognon disponible. T'es moins dépendant de la banque. Tu vas peut-être moins mettre d'apport. Énorme inconvénient, ça te supprime généralement tes remises. Pas fou. Ça te lie pendant une période donnée avec un distri. Et par ricochet, enfin avec un brasseur et par ricochet avec le distri. Ça, tu promets un volume. Donc si tu fais pas le volume et que tu as du retard, ben, ça prolonge le contrat. C'est très Otis dans... y a pas de bonne ou mauvaise situation, tu vois. Mais en fait, ça dépend énormément de la situation initiale du bar qui sollicite le contrat. Si la situation du bar qui sollicite le contrat est pourrie, le contrat est pourri. Si je le résume, c'est comme ça. Les gens qui se plaignent des contrats, on leur a pas mis un flingue sur la tempe pour qu'ils les signent, tu vois. On n'est pas dans une hacienda au Mexique, tu vois. Non, moi j'ai fait plein de rendez-vous où les mecs avaient pas le couteau sous la gorge, tu vois. Mais c'est juste parce qu'ils se sont mis dans une situation de merde. Putain, je me suis mal démerdé. Ok, je pense que vous avez saisi l'idée, mais pour que vous puissiez voir jusqu'où on peut enfoncer la douille, je vais laisser Alex vous raconter ce qui se fait de pire. Et le pire du pire, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est de l'abus ou si c'est des gens qui se sont trompés de voie. Tu as pas les moyens d'acheter un bar. On va dire que tu as bossé en tant que serveur, avec brio, et tu as réussi à mettre un peu d'argent de côté, 20 000 balles, 30 000 balles, ça constitue pas du tout un apport pour acheter un bar, notamment à Paris, c'est mort, avec 30 000 balles, tu fais rien. Donc tu vas prendre ce qu'on appelle une gérance. Une gérance, c'est quoi? C'est une affaire qui a été gérée par un propriétaire, et il cherche un locataire gérant pour lui louer son bar contre un loyer, et toi t'exploites le bar. Donc c'est ce qu'on appelle locataire gérant. La gérance, ça permet un truc magnifique, ça permet on va dire le maximum du montage dans les contrats. En fait, le loueur va considérer son gérant comme quelqu'un qui lui loue certes une gérance, mais il va un peu lui promettre le fait que si la gérance se passe bien pendant 2-3 ans, il va pouvoir lui proposer une autre gérance d'une affaire plus grosse, où certes le loyer est plus important, mais il va pouvoir réaliser plus de chiffre d'affaires et faire plus de marge et faire plus. Peut-être presque une carrière qui se cache derrière ça, tu vois. Il y a de l'espérance, tu vois, parfois explicite, parfois tacite. Donc tu te retrouves là, tu prends une gérance, ça te permet de mettre le pied à l'étrier, tu te dis c'est la première fois que je vais gérer ma boîte, je vais être patron, je vais avoir des salariés, et en fait tu prends ta gérance, et alors là c'est là que le cauchemar commence, c'est-à-dire que donc tu payes ton loyer, tu payes le loyer du fonds de commerce. Ensuite, tu paies le loyer des murs, parce que le propriétaire du fonds de commerce, c'est pas forcément le propriétaire des murs. Alors là, ça tombe bien, c'est le propriétaire des deux, tu vois. Le mec, il a ce qu'on appelle mur et fonds, ce qui est très recherché à Paris. Donc t'as mur et fonds, et le locataire gérant vient dans mur et fonds et paie 2 loyers, du coup. Sur le contrat est indiqué, sur son contrat de location-gérance, qu'il doit travailler avec un distributeur donné. Et il n'a pas le droit de travailler avec qui que ce soit d'autre, sinon clause pénale. Et là, il casque. Parfois, il doit travailler même avec un boucher. Il doit travailler avec un comptable donné. Enfin, tu te sens le truc arriver où il y a trop de gens qui ont rien à foutre dans un contrat de location. Voilà. Et il doit travailler avec un brasseur. Donc, tu vois que ton locataire, il est dans son fonds de commerce qui est pas à lui, dans des murs qui sont pas à lui, à travailler avec des produits et des acteurs qu'il a pas choisi. Il a pas vraiment choisi. Le propriétaire, il pourrait dire à son gérant, je t'aime bien, j'ai négocié ça avec le brasseur, j'ai négocié ça avec le boucher, enfin c'est généralement ce qu'il lui dit, j'ai négocié ça avec le distributeur, tous les acteurs que je t'ai imposés, c'est parce que j'ai négocié des tarots préférentiels avec eux, tu vois, c'est génial. Et en fait, la pire situation qu'on ait vue, on l'a vu plusieurs fois, c'est que la négociation, elle est à la hausse pour le gérant, qui casque tout plein pot, et en fait les remises, elles vont dans la poche du propriétaire bailleur. Et donc, le gérant lui paie tout plein pot, et le fonds, et les murs, et les produits, et les prestataires, et en fait c'est le propriétaire bailleur qui se récupère, on va dire, les remises d'activité. Ça c'est la pépite, parce que tu te retrouves avec des mecs qui achètent, on parle de la bière, c'est un truc au-dessus, voire très au-dessus du prix du marché. Ah alors eux, c'est les mecs qui ont pas le choix. C'est-à-dire qu'en plus, s'ils se barrent, si le mec il se barre comme ça, il y a le chèque de caution qui saute, il perd, tu te souviens au début je te disais les 20 000, 30 000 balles que t'as mis de côté, généralement ça te sert à payer ton chèque de caution pour rentrer dans la gérance. Là, je comprends que t'aimes pas les contrats brasseurs, tu vois, parce qu'ils t'aident pas, ils aident pas à ton développement. Alors de temps en temps, t'as 2-3 mecs qui viennent faire des pirouettes devant toi, t'expliquer qu'ils sont sympas, ils t'offrent un fût. Mais ils peuvent bien te l'offrir, ils t'envoient le 100. Ah, là on se rapproche un petit peu plus de la smart box fistinière que du contrat brasseur, mais au moins vous pouvez voir jusqu'où ça peut aller. Et encore, vous avez pas eu vent des petits manèges que certains ont trouvé pour aller jusqu'à forcer un peu la signature. Donc on est poussé pour aller ouvrir des affaires et tout. Le truc c'est que on est poussé sur un marché qu'on connaît assez mal. Il y a très peu de seniors chez nous. Le siège est à Lille, c'est très loin. Les boss à Lille, ils font des trucs de boss, mais ils vont pas trop sur le terrain.
c'est des stars. Un jour, je suis en négo pour un fonds de commerce. Je suis sollicité par un distributeur. Il m'amène voir un client qui a un plan de financement, mais il lui manque une partie de l'argent. Et donc, on s'interroge sur l'opportunité de faire un contrat brasseur. Donc, je lui fais mon petit rituel classique de pourquoi tu viens nous voir et pas ta banque. Et on arrive à la fin en se disant que donc nous, on va faire ce qu'on appelle un prêt brasseur. On va lui prêter de l'argent avec notre banque partenaire, lui instaurer des remises sur les produits qu'il achète. Ça lui permet de créer son bar, de réaliser son rêve. C'est cool. Et on a un taux qui est négocié entre mes boss à Lille et la. Je m'en vais. Le lendemain, le représentant de chez vient avec le représentant de chez dans le point de vente, et le représentant de chez vient avec son boss. Et en fait, ce qui aurait pu servir de levier de négociation au-delà de la gamme, parce qu'il y a quand même des industries qui font des gammes plus complètes, on va dire. Le client était super séduit par notre gamme, mais il y avait aussi le taux du prêt. Et en fait, nous, notre taux de prêt, je l'ai jamais vu baisser, parce que c'est négocié vraiment avec mes grands boss et la banque partenaire de l'époque. Ben, le boss de chez il est arrivé, il a pris son contrat de prêt qu'ils ont avec une autre banque partenaire qui est pas la nôtre, hein. Il a barré le taux et il a mis un autre taux. C'est fou. En fait, ils sont tellement présents historiquement sur le marché, c'est des mecs qui font des carrières, ça fait 30 ans que ça. Et ce qui est fou, c'est que sans passer un coup de téléphone, soit ils l'ont déjà prévu en process interne, soit ils connaissent suffisamment bien sa banque partenaire pour réussir à cocher sur un contrat bancaire un prêt, enfin un taux, enfin c'était pas sur le contrat bancaire, c'était sur la promesse avec cocher un taux et dire bah, le taux ça sera ça quoi. Ça m'a scié. Mais t'as des trucs un peu fous comme ça. T'es dans un commerce, le mec veut refaire sa terrasse, faire ce qu'il veut, etc., etc. Mais t'as des distributeurs, ils arrivent, ils font un chèque de 50 000, ils lui donnent la main à la main et puis ils disent on signera le contrat plus tard. Un peu à l'ancienne. En fait, il y a des pratiques sur ce marché, les gens se rendent pas compte du pognon qu'il y a à tout niveau. Ce que j'ai voulu faire avec cette vidéo, qui s'adresse avant tout au grand public, c'est de vous ramener voir un petit peu l'envers du décor, les tricks cachés des fois qui sous-tendent le choix des bières que vous consommez dans les bars dans lesquels vous avez l'habitude d'aller, ou même l'ouverture carrément de certains bars. Comme l'a dit Alex, une situation pourrie entraînera bien souvent un contrat pourri. Et ça pose pas mal de questions, notamment sur qui monte un bar. Et pourquoi? Alors, vous vous en foutez probablement, quand vous êtes dans un bar, de savoir est-ce que ça appartient à lui, est-ce que ça appartient à eux. Et c'est pas pour ça qu'on va dans un bar, on est d'accord. Mais maintenant, vous saurez comment ça marche et vous aurez quelques éléments en main pour pouvoir faire la différence entre quelqu'un qui a monté son bar pour vendre de la bière et quelqu'un qui s'est fait monter par la bière pour tenir son bar. Il y a une nuance dans la démarche, au propre comme au figuré. Et pourtant, est-ce qu'en pointant du doigt les indus là qui volent de la place au craft, on passe pas à côté d'une situation qui se mettrait doucement en place à l'avantage de ceux qui sont entre la cuve et le bec? Les distributeurs. Un truc que les gens ne savent pas, c'est que il y a plus de pognon disponible. Je vais me faire tuer parce que je dis ça, mais il y a plus de pognon disponible, en tout cas pour les bons clients, chez les distributeurs que chez les brasseurs. Les distributeurs sont là depuis des années, c'est des petites seigneuries, c'est des sociétés très bien gérées. Les mecs ont gardé énormément de pognon depuis des années et des années et des années. Ils ont fait un travail de fourmi et eux-mêmes sont capables de prêter sur le marché. Et en fait, pour moi, la guerre de la craft de demain, elle va pas se jouer contre Heineken, Crow, etc., etc. Elle va se régler contre les distributeurs. Parce que les mecs sont en train de se dire, bon, maintenant que j'ai bouffé tous les petits distributeurs autour de moi, je vais aller dans la région d'à côté. Et donc, ils vont faire quoi? Ils vont racheter des petits distributeurs locaux, histoire d'étendre leur zone d'influence et leur capacité distributive. Et ils vont faire comme les grands groupes. Ils vont commencer à racheter des brasseries artisanales. Et alors, pour moi, le plus gros concurrent de toutes les brasseries artisanales à côté de chez vous, c'est pas Heineken, Crow et InBev, hein. C'est le distributeur qui va acheter. Ça coûte rien une brasserie, ça coûte quelques millions d'euros. Il va en acheter une et il va dire à tous ses clients, regardez, dans mes rayons, il y a de la bière artisanale. Et en fait, le distributeur, c'est le futur frein au marché des petits brasseurs. Et on est dans le futur, mais on est dans un futur pas si éloigné de ça. Si tu veux, on se la repasse dans 4-5 ans, un truc comme ça. Il s'achète une brasserie, il envoie les fûts directement sur sa plateforme et tous ses clients, quasi automatiquement, il peut dire, bon bah Météor, j'en ai marre, ça dégage, et il met ses bières à la place. En disant à son client, regarde, en plus je te la vends moins cher que la Météor parce que je suis sympa, c'est tout aussi artisanal et indépendant, et c'est encore plus artisanal et indépendant que ça vient d'à côté de chez toi. Ça va très vite, et en fait ça va aller très vite. Jusqu'à il y a pas si longtemps, les contrats de bar comme ça, là, c'était waouh, c'était vraiment le Far West, et même s'il continue à y avoir des pratiques un petit peu louches, c'est en train de se tasser gentiment. Alors pour revenir sur la problématique de départ, hein, c'est-à-dire les grands qui privent de place les petits dans les bars, et on finira là-dessus, et ben Alex a un point de vue plutôt intéressant sur la situation. C'est vrai que c'est difficile pour un petit brasseur d'exister là-dessus, mais quelque part, est-ce que c'est pas rendre service à un petit brasseur de pas aller se foutre le nez dans des bars qui sont mal gérés, de mecs qui payent pas bien leurs factures, qui viennent à la fin de l'année pleurer pour avoir des subventions parce que ils nous font l'immense honneur de faire nos bières, et qui en fait à la fin servent mal les trucs, sont pas passionnés par les produits, sont des mauvais gérants.
différent. En fait, et il y a des mecs qui ouvrent des trucs sans contrat, avec de la relation quasiment en direct avec des brasseries ou alors avec des distributeurs indés parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de se gérer la distri. Et qui, avec leur apport, un Kickstarter et un peu de pognon d'un pote et une banque, c'est parti quoi. Et donc évidemment que ça freine, mais je pense que la croissance est plus saine. Il y a encore énormément de choses à dire sur ces backstage des bars, et même si là, alors on a vraiment vu plutôt les inconvénients que les avantages des contrats brasseurs, on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je mettrai les versions longues des 4 interviews que vous avez pu voir sur la chaîne secondaire. Dès que j'aurai le temps de m'en occuper. J'espère en tout cas que cette vidéo enquête, hashtag Élise Lucet, qui est un petit peu dans les mêmes vibes que celle qu'on avait fait avec Louis-Marie sur les taxes, vous aura plu et que ça vous aura un petit peu permis de découvrir des choses et de voir comment ça se passe en coulisses. Moi, il me reste plus qu'à vous remercier énormément d'être resté jusqu'à la fin, remercier tous ceux qui sont abonnés au coffret de l'Ordre du Poing au Blonnet, c'est ce qui me permet de faire des vidéos encore aujourd'hui et de partir à perpète pour interviewer Alex ou d'autres qui viendront là par la suite. Merci énormément aux tipeurs et aux utipeurs aussi qui me soutiennent. À la prochaine, portez-vous bien, force et houblon!